Alors que l'on s'apprête à célébrer les 4 ans de l'insurrection populaire, les commerçants victimes veulent savoir où en est leur dossier d'indemnisation. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est allé parler de la question avec son homologue du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ce matin. René Bagoro, accusé de semer la discorde au sein des GSP. Face à la presse cet après-midi, le syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire a clairement indexé le ministre en charge de la justice comme étant à l'origine de la crise au sein des syndicats. Le SINA GSP qui n'a pas manqué d'égrener les difficultés auxquelles les GSP sont confrontés au quotidien. Et le grand format de ce 19h30 qui nous mènera dans la zone cotonnière du Grand Ouest. Là-bas, les producteurs de coton font l'amour, la culture de l'or blanc. Ce n'est plus leur affaire, en tout cas, pas tant que le coton BT sera interdit et que la Sofitex continuera de les arnaquer. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette question pour ouvrir ce journal: que deviennent les entreprises vandalisées lors des événements des 30 et 31 octobre 2014? Points de commerce, hôtels et divers points privés et publics ont fait les frais de l'insurrection populaire. 4 ans après, leurs promoteurs attendent toujours réparation. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale s'est depuis saisi du dossier. Et ce matin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la fêtière du secteur privé, est allé aux nouvelles. Rémi Lambert-Nibier. Ce n'est pas une rencontre B2B, mais là où se trouve le président de la Chambre de commerce et d'industrie, l'enjeu est toujours d'ordre économique. En prenant langue avec le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun ce 18 octobre, Mahamadi Sawadgo est venu s'informer sur l'examen des dossiers relatifs au secteur privé par le Ashkroun. Le secteur privé a été éprouvé par les divers événements, notamment le 2014. Alors, donc il y a des dossiers qui ont été transmis aux autorités d'alors et qui a été transféré donc au niveau donc de Ashkroun. Donc nous avons profité de l'occasion pour échanger avec le président, voir l'état d'avancement de dossiers concernant le secteur privé. Il y a peut-être 1 millier de dossiers qui concernent le secteur privé, mais particulièrement le dossier qui a été donc transmis et qui fait l'objet donc de plusieurs centaines d'entreprises avec des montants qui aujourd'hui ne pouvons pas donner des montants exacts parce que le travail n'a pas encore été fait par les Ashkroun, mais ça se chiffre en tout cas à plusieurs milliards. Pour le président du Ashkroun, cette visite témoigne de l'intérêt que la Chambre de commerce et d'industrie accorde à la question de la réconciliation et vient surtout à point nommé. Nous leur avons dit que après la vague de dossiers que nous venons d'étudier, ceux qui vont venir maintenant et qui sont sur notre table, au nombre de ceux-là figurent les dossiers qui concernent le secteur privé. Et nous avons convenu évidemment que nous allons avoir dans les semaines et mois à venir beaucoup de séances de travail avec eux pour nous assurer que ces dossiers sont traités et sont traités avec le plus grand sérieux, de manière à nous assurer que lorsque le moment viendra de parler maintenant, que ce soit indemnisation, que ce soit réparation, que nous puissions avoir parlé le même langage, compris la même importance qu'il faut accorder au traitement de ce dossier et ensuite les présenter pour la mise en œuvre. Lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, plusieurs commerçants, sociétés et entreprises ont subi des dégâts collatéraux suite aux actes de pillage et de vandalisme qui ont émaillé l'insurrection populaire. Selon un rapport de l'Institut Free Afrique, les dégâts financiers se chiffrent entre 120 et 200 milliards de francs CFA.
Pour avoir soumis à l'appréciation toutes les mesures prises pour garantir aux populations un accès à la santé, à l'éducation et à l'alimentation, entre autres, le Burkina Faso est qualifié de bon élève de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Le pays a réussi son 3e passage à l'examen périodique universel en la matière, mais il reste tout de même des insuffisances à corriger. Des recommandations ont donc été formulées et ont fait l'objet d'une rencontre à Ouagadougou. Rémi Lambert-Nébier. Le Burkina Faso ne cavale certes pas à la tête du classement des pays cités comme exemplaires en matière des droits de l'homme, mais est sur le bon chemin. Son 3e passage à l'examen périodique universel au mois de mai dernier s'est avéré concluant. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est chargé d'évaluer le Burkina Faso sur ses efforts dans la promotion des droits de l'homme, a apprécié positivement les actions engagées par le pays après son 2e passage devant cette commission en 2013. Depuis notre 2e passage en 2018, près d'une trentaine de tests ont été pris. Par exemple, une des recommandations qui avait été faite au Burkina, c'était de créer une commission nationale des droits humains qui soit conforme aux standards internationaux. Et vous vous rappelez que la toute première loi qui a été votée par la présente législature concernait la commission nationale des droits humains, dont l'opérationnalisation est une réalité aujourd'hui. Bien évidemment, nous avons aboli la peine de mort. Nous avons dans le nouveau code pénal, par exemple, renforcé la protection des droits des femmes et des enfants en prenant des infractions qui renforcent leur protection. Et il y a d'autres éléments, et c'est tout ça qui fait que le Burkina Faso, en tout cas, est considéré aujourd'hui comme étant un pays qui fait l'effort dans l'amélioration de la situation des droits humains. Bien évidemment, qui dit droits humains dit une situation qui n'est jamais acquise définitivement, c'est une conquête permanente, et c'est dans ce sens que des recommandations ont été formulées. Mais pour la plupart, ce sont des invites à poursuivre, notamment à améliorer le cadre juridique, par exemple la question de l'éducation aux droits humains, la question du droit à la santé. Et donc ce sont des recommandations que nous avons acceptées. Par exemple, 184 ont été acceptées par le Burkina. Il y a une vingtaine de recommandations que le Burkina pour le moment a mis en réserve. Mais au total, nous sommes sortis en tout cas de cet examen reconfortés. Cet atelier de restitution au profit des acteurs intervenant dans le domaine des droits de l'homme est déjà le pas vers la mise en œuvre des différentes recommandations formulées à l'endroit du pays. Les voies et moyens pour la mise en œuvre des recommandations. Je vous ai dit que par exemple, nous devons avoir un plan stratégique de mise en œuvre et tous les ministères, toutes les institutions et même les entités privées comme les OSC y interviennent. Et donc il s'agira de voir quelle pourrait être la part de chacun. C'est le début d'une réflexion, mais ça va être des échanges vraiment, de propositions pour nous permettre de commencer déjà à préparer ce plan d'action de mise en œuvre. À l'issue de cet atelier, 5 autres ateliers de restitution seront organisés dans différentes régions du pays. Constitue un maillon important en matière des droits de l'homme. Les agents de la garde de sécurité pénitentiaire étaient face à la presse cet après-midi, mais pas pour parler des détenus, mais de leurs propres conditions de vie et de travail. Ils sont remontés contre le ministre de tutelle qu'ils accusent d'être le responsable de la crise qui secoue leur organisation syndicale. Le ministre de la Justice est aussi vu comme celui qui fait traîner les avancements dans ce corps. Roméo Kueta. La discorde entre syndicats de la garde de sécurité pénitentiaire consécutive à leur congrès du 13 octobre dernier n'est peut-être que la face visible de l'iceberg au sein de ce corps. La véritable préoccupation concerne leurs conditions de vie et de travail. Le syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire dénonce la non-application des décrets et arrêtés signés en décembre 2017 et qui devraient leur permettre de progresser dans leur carrière. Le syndicat pointe du doigt son ministre de tutelle qui serait à la base de ce blocage. Nous reprochons à notre ministre de ne pouvoir pas faire quelque chose en la matière pour nous. Voilà. Parce que depuis les nominations, certes c'est vrai, les arrêtés, c'est lui qui les a nommés, il a signé, mais rien n'est fait concrètement pour que nous rentrons en possession de notre salaire. Voilà. Et puis, il prétend que c'est politique. Bon, parce qu'à écouter, le DG a utilisé le mot politique, c'est venu du ministre lui-même. Il ne fait rien pour pouvoir
œuvrer pour que l'application numéraire soit effective. Voilà. Et c'est ça que nous, on comptait sur les syndicats. Et c'est ce même syndicat-là que lui, il a divisé, il les a corrompus et ils travaillent pour lui, au lieu de travailler pour les militants. Et les militants ont décidé d'éjecter ces gens-là pour nommer un autre bureau. Et ils refusent aussi de reconnaître ce bureau. Ils continuent toujours à collaborer avec l'ancien bureau. Hormis ce fait, il y a aussi les conditions de travail qui sont décriées. Matériel roulant insuffisant, prison qui ne respecte plus les normes. Les agents de la garde pénitentiaire pensent que le ministre de la Justice n'accorde plus d'intérêt à leur département. Je puis vous assurer qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a des maisons d'arrêt qui sont sans clôture. Ou du moins, ils sont en construction et ça tombe. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a toujours des maisons d'arrêt où la toiture est en tôle. C'est inadmissible. Ça n'existe pas dans aucune région limitrophe, en tout cas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas au Burkina ici, que ce soit nos pays limitrophes, là, il n'y a pas de maison d'arrêt où la toiture est en tôle. Au Burkina, ça existe toujours. Le SYNAGSP monte également au créneau contre des affectations arbitraires de leurs militants. Selon le secrétaire général du syndicat, certains subiraient même des humiliations dans leurs postes respectifs. Il appelle donc le président du FASO à se pencher sur la crise qui secoue l'administration carcérale avant qu'elle ne s'empire. Après les Hauts-Bassins et le Centre-Nord, la campagne d'information et de sensibilisation sur le plan d'action du PGO, le partenariat pour un gouvernement ouvert, s'est poursuivie dans le Centre-Sud ce 17 octobre. À Manga, la session de vulgarisation de ce nouveau référentiel en matière de bonne gouvernance a réuni tous les acteurs de développement de la région. Témoin de la rencontre, Bessogré John William Somda. Le Burkina Faso à l'école du PGO, le partenariat pour un gouvernement ouvert. Après son adhésion à ce programme en 2016, le pays des hommes intègres entend être à l'avant-garde de la modernisation de son action publique. Ainsi, des cadres de l'administration sillonnent le pays dans le but de vulgariser le nouveau référentiel qu'est le PGO. Structures étatiques, secteur privé, société civile, tous les acteurs du développement de la région du Centre-Sud avaient rendez-vous ce 17 octobre à Manga pour une rencontre de sensibilisation et de communication sur le partenariat pour un gouvernement ouvert PGO. Le pays a adopté 2 nouveaux référentiels. Ces 2 référentiels ne sont pas forcément connus de toute la population. D'où l'intérêt de parler de ces 2 référentiels, et ce qui a amené à organiser des campagnes sur toutes les régions du Burkina Faso. Donc, au sortir de cette rencontre, nous attendons que chaque individu, chaque citoyen burkinabé puisse se prononcer, puisse connaître les objectifs qui sont attendus de nos 2 référentiels. À Manga, comme dans toutes les villes du pays, la présente campagne de vulgarisation du plan d'action national pour un gouvernement ouvert vise à atteindre des objectifs précis, comme nous l'explique Pelagidi Pamakabré, chef du service de la gouvernance politique et économique au ministère de la fonction publique. Oui, l'objectif premier de cette rencontre dans le Centre-Sud est de vulgariser 2 référentiels. 2 référentiels, il s'agit de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance qui a été adoptée pour la période 2018 à 2027 et le partenariat pour un gouvernement ouvert avec un plan d'action qui couvre la période 2017 à 2019. Donc l'objectif de cette campagne est de vulgariser les 2 dispositifs et permettre à toute la population de s'approprier, de connaître les objectifs qui en ressortent. Venu assister avec attention à la campagne de sensibilisation et d'information sur le PGO, les parties prenantes de la région du Centre-Sud et les acteurs de la société civile apprécient la tenue de cette rencontre d'échange. Une très belle initiative qui va donc éventuellement nous permettre de mieux maîtriser non seulement ces concepts et de pouvoir donc les appliquer. Parce qu'il est question donc de bonne gouvernance et il est important que chacun puisse s'en approprier et puis travailler donc à mettre ça en œuvre au niveau donc de son service, au niveau donc du département et au niveau donc de l'ensemble des Burkinabés. Je pense que c'est une très belle initiative que nous louons et nous allons donc assister donc à cette rencontre pour pouvoir mieux la maîtriser et pouvoir donc la transmettre. En même temps que dans la région du Sahel, du Sud-Ouest et du Nord, le Centre-Sud est la dernière étape dans la campagne de sensibilisation et de vulgarisation du PGO.
À terme, il s'agira de s'assurer que tous les acteurs de l'administration, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile soient informés et sensibilisés sur le partenariat pour un gouvernement ouvert, le PGO. Le PGO qui sera d'un intérêt capital pour les acteurs du GFF, le mécanisme mondial de financement, un cadre qui permet au gouvernement de mobiliser des ressources au-delà du cadre habituel pour financer le secteur de la santé. Aux acteurs privés, sanitaires et non sanitaires, le ministre de la Santé a vanté le mérite de ce nouveau mécanisme de financement. Natacha Ouedraogo. En septembre 2017, le Burkina Faso a adhéré au mécanisme de financement mondial GFF, un mécanisme qui consiste pour l'État de mobiliser des ressources propres dans le domaine de la santé afin de pouvoir bénéficier d'un financement extérieur de la part des partenaires techniques et financiers. Mais pour mobiliser ces ressources, l'État seul n'y arrivera pas. Il a besoin du soutien et de l'accompagnement du secteur privé sanitaire et non sanitaire. Ce 16 octobre 2018, les acteurs privés ont donc été réunis pour être sensibilisés, mais aussi pour avoir leur engagement dans le financement du dossier d'investissement. Le mécanisme prévoit de consulter au niveau national l'ensemble des parties prenantes du secteur de la santé. Le gouvernement va faire sa part, les partenaires techniques et financiers doivent faire leur part, et nous pensons que le secteur privé doit aussi jouer une partition. Parce que le secteur de la santé a une forte dynamique de participation du privé. Et donc nous voulons les informer de cette campagne de financement de la santé. Nous allons dire voilà le panier de soins et de services de santé que le Burkina souhaite offrir pour que la santé de la mère et de l'enfant soit la meilleure possible, avec ce que le secteur public peut offrir et ce que le secteur privé peut offrir. Et à eux de voir quoi ils vont prendre dans ce dossier sur lequel nous voulons investir pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Au nombre des acteurs privés présents à cette rencontre d'élaboration du dossier d'investissement, il y a l'ancien président du Burkina Faso, Jean-Baptiste Ouedraogo. Il s'engage donc au nom de tous à accompagner le gouvernement. Mais c'est tout à fait normal, là. Le secteur privé est là. Moi, je suis là au titre de la fêtière. Donc, je représente pratiquement toutes les associations du secteur privé. Et notre rôle, c'est de faire ce travail-là. Et nous attendons d'être largement informés et surtout avec ce qu'on va mettre à notre disposition, nous pouvons entreprendre. Du 5 au 6 novembre prochain se tiendra à Oslo, en Norvège, une conférence sur le GFF. Et c'est le président Rochma Christian Kaboré qui est chargé d'en assurer la coprésidence. Un honneur pour le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres qui a perdu sa place de leader des producteurs de coton en Afrique. Classé deuxième désormais, il a perdu cette place au profit du Mali après une campagne cotonnière 2017 jugée calamiteuse. Une dégringolade au classement qui pourrait empirer puisque de nombreux producteurs de la zone cotonnière de la Sofitex ont décidé de boycotter la culture du coton pour les 3 années à venir. Ces producteurs de Kourouma et de Ndorola dans les Hauts-Bassins en veulent à la société qui a décidé d'abandonner le coton OGM. C'est le grand format de cette édition et il est signé Arsène Kondi-També. Le long de la route menant à Ndorola en ces temps d'hivernage, un constat saute à l'œil pour quiconque l'avait emprunté l'année dernière à la même période. Cette année, plus aucun pied de coton ne borde la route menant à cette commune. Partout, l'or blanc a cédé sa place aux céréales. Tchangabere Traoré est un producteur modèle de coton dans le village de Siloroula, à une vingtaine de kilomètres de Ndorola. Lors de la précédente campagne cotonnière, il a cultivé environ 50 hectares de coton. Mais pour la présente campagne, il consacre ses terres à la culture de maïs, de sorgho et de petit mil. Vous savez, la culture du coton a ses avantages. Cette année, personne n'a obligé quelqu'un à cultiver le coton. Tous les cotoculteurs sont fatigués et nous nous sommes plus pressés pour reprendre la production. S'ils veulent qu'on reprenne la culture du coton, il faut qu'eux-mêmes soient justes. Sinon, la production du maïs nous suffit.
pourvu que nous mangeons à notre faim. Cela va nous permettre également de nourrir les fils du Burkina Faso. Près des champs de Tchangabere Traoré, un autre producteur a abandonné la culture du coton. Lui a préféré se mettre à la production de soja et de maïs. Moins rentable certes, mais aussi moins pénible. J'ai constaté qu'il y a trop de difficultés liées à la culture du coton. Ce n'est pas obligé qu'on cultive le coton aussi. Là où il y a notre intérêt, c'est ce que nous produisons. L'année dernière, j'ai cultivé l'arachide et c'est l'argent de la vente d'arachide que j'ai pris pour payer les habits de Noël pour mes enfants. Le peu de coton que j'avais cultivé, je n'ai rien eu dans la vente. Le champ là, c'est pour moi et je préfère laisser le champ au bœuf plutôt que de cultiver le coton. Dans ce village, nous avons ensuite rendez-vous avec certains producteurs dans la cour du chef. La précédente campagne cotonnière a laissé de mauvais souvenirs à ces agriculteurs qui pointent du doigt la qualité des intrants mis à leur disposition. Autrefois, nous cultivons le coton. Avec 1 ou 3 traitements, nous avions une bonne récolte. Actuellement, chaque une semaine, il faut faire le traitement. Malgré ces traitements aussi, les chenilles demeurent dans le champ. Et c'est la première difficulté que nous rencontrons. Après la récolte également, nous avons constaté que le prix d'achat du coton a baissé et le prix des intrants est en hausse. Nous avons plaidé pour qu'il diminue le prix des intrants et augmenter un peu le prix du coton pour nous permettre de gagner aussi. La dernière campagne cotonnière a marqué le retour à la culture du coton BT au détriment du coton génétiquement modifié. Dès lors, les chiffres ont été en deçà de ceux enregistrés les années précédentes par ces producteurs. Nous réclamons le coton OGM, c'est ce que les cotonculteurs veulent actuellement. Tous les cotonculteurs de Silorola sont unanimes. Le coton conventionnel va nous apporter d'autres difficultés dans la culture du coton et la Sofitex ne va pas nous doter des intrants de qualité malgré nos cris de cœur. Les producteurs de coton sont maintenant organisés en société coopérative, ex-GPC, groupement de producteurs de coton. On en dénombre 24 dans ce village. Certaines se sont retrouvées avec des dettes de plusieurs millions de francs CFA, jusque-là impayées. Dans mon GPC, aucun producteur n'a pu payer sa dette. Si nous voulons voir, c'est uniquement les femmes qui avaient de petits champs de coton qui ont pu avoir quelque chose. En ce qui concerne les impayés, nous devons plus d'1 million à la Sofitex. Les intrants que nous avions reçus de notre union, le coût s'élève également à environ 2 millions. Si nous voulons voir, le montant total des impayés s'élève à environ 9 millions. Ndorola, Kanyan, Morlaba, Samorogouan, Sendo et Kourouma, ce sont ces 5 communes du nord de la province du Kénédougou qui ont boycotté la production cotonnière. Ces producteurs se disent prêts à revenir à la culture de l'or blanc, mais sous certaines conditions. Nous souhaitons qu'ils nous donnent les meilleurs intrants et augmentent le prix du coton. Nous voulons également qu'ils suppriment leur histoire de déclassement du coton. S'ils veulent que la production du coton revienne à la normale, il faut également qu'ils renouvellent le bureau de notre union. À Kourouma, haute commune située dans la province du Kénédougou, tous les producteurs avec lesquels nous avions été en contact avant le reportage se sont ravisés. Aucun interlocuteur n'a souhaité s'exprimer. Tous disent craindre les répercussions que cela pourrait engendrer. Ils en veulent pour preuve les démêlés que certains producteurs de la commune de Morlaba ont eu récemment avec la Sofitex. De retour à Bobo-Dioulasso, nous avons tenté de rencontrer les dirigeants de l'UNPCB et ensuite ceux de la Sofitex, mais toutes nos tentatives ont été vaines. Arsène Konditamde qui a assisté à Bobo-Dioulasso à l'ouverture de la journée de concertation entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les collectivités territoriales. Les échanges ont permis d'examiner l'efficacité de la gestion des ressources et des compétences transférées aux communes. Dans le cadre de la communalisation intégrale voulue par le gouvernement, les ressources et les compétences sont transférées aux collectivités pour une meilleure coordination.
Depuis 2009, le ministère en charge de l'éducation a procédé au transfert de compétences qui étaient précédemment les siennes. Régulièrement, l'efficacité de ces ressources transférées est examinée par les différents acteurs afin de déceler et résoudre les difficultés. Il est à souligner que cette collaboration entre le MENA et les communes ne se fait pas sans difficulté. D'où la nécessité de développer des cadres d'échange et de concertation entre les différentes parties prenantes pour plus d'efficacité et d'efficience dans les interventions sur le terrain. Relever le défi de la gestion efficace des compétences et des ressources transférées aux communes requiert de la part des acteurs et de l'ensemble des parties prenantes une vision commune et un engagement encore plus fort de travailler en tandem et en synergie. Pour cette année 2018, plus de 34 milliards ont été transférés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation aux collectivités territoriales. L'arbre ne doit pas cacher la forêt, la gestion pose parfois quelques difficultés dans certaines communes. Il y a des difficultés dans beaucoup de collectivités en ce qui concerne la conduite même du processus de la commande publique et même de gestion. Il y a des problèmes, ça il ne faut pas se cacher la face, dans la gestion des domaines transférés et tout début, c'est toujours comme ça, mais il ne faut pas baisser les bras. J'ai vu dans la note du ministre qui dit la décentralisation elle est irréversible. Chacun de vous a entendu parler des écoles les écoles, les vents qui emportent n'importe comment, le problème de qualité de la formation et de la formation des infrastructures. Il faut qu'on arrive à s'entendre, qu'on puisse se comprendre, parce que les communes réalisent, le MENA transfère de l'argent aux communes pour qu'ils réalisent des infrastructures, mais il y a aussi des infrastructures qui sont réalisées directement par le MENA. Il va falloir que on puisse se donner la main pour que il y ait véritablement un contrôle sur la qualité, par exemple, de ces infrastructures. Ces journées regroupent à la fois les structures centrales et déconcentrées du ministère en charge de l'éducation et les communes urbaines et rurales. Elles marquent la maturité des relations entre les parties prenantes. Le complexe scolaire Wenrabo dans la commune rurale de Saba n'a pas attendu le transfert des ressources du MENA pour voir le jour en 2003. C'est le fruit d'un partenariat avec la République fédérale d'Allemagne. 15 ans après la construction de l'infrastructure, le diplomate allemand en poste au Burkina Faso était sur les lieux. Madina Sienou. Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne unis pour l'éducation. Une union matérialisée ici par la construction de cette infrastructure, le complexe scolaire Wenrabo. Située dans la commune rurale de Saba, cette école, bâtie sur une superficie de 2 hectares, accueillait à son ouverture en 2003 environ 200 élèves. En 15 années d'existence, l'école compte aujourd'hui plus de 1000 élèves. Et ce 15 octobre, jour anniversaire du complexe scolaire Wenrabo, c'est l'ambassadeur de l'Allemagne au Burkina Faso qui est présent pour une visite des locaux. Une visite qui débute par l'infirmerie, les centres de formation professionnelle, le laboratoire et la maternelle. Moi, comme je dis, je suis très surpris comme ambassadeur qui est encore assez nouveau dans le pays de voir combien des initiatives, de projets existent entre des citoyens, des associations en Allemagne et au Burkina Faso. Et ce matin, de voir depuis 15 ans qu'on a vraiment construit ici et réalisé ici, c'est très impressionnant. Si la population de Nyoko 1 dans la commune rurale de Saba profite du complexe scolaire Wenrabo, c'est grâce à la République fédérale d'Allemagne en général et en particulier à cette dame, Catherine Seifert, fondatrice de l'association Wunströme, qui signifie réaliser un rêve, celui du développement du Burkina Faso. Le développement, ça c'est la chose la plus importante et pour ça, l'éducation des enfants, mais aussi des femmes, c'est la base et ça, il faut se développer encore plus en plus. À l'endroit de la donatrice, le directeur du complexe scolaire Wenrabo a encore des doléances. Nous attendons beaucoup de Catherine. Hier, on échangeait. Il y a l'équipement, vous ne voyez pas, la salle d'infirmerie. Elle est finie, mais il faut l'équiper.
Il y a aussi le soutien pour les femmes qui font le tissage et la teinture à Waïouia. Il y a aussi le soutien aussi des femmes qui font la couture à Ouagadougou. Il y a également, nous avons demandé de faire une salle de spectacle. Une salle de spectacle de 500 à 1000 places. Là, ça va nous permettre de ne pas faire les trucs dehors. Parce que souvent, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire dehors. Elle a pris l'engagement de nous accompagner, nous attendons. À toutes ces doléances, Catherine Zéfart dit avoir pris bonne note. Pour la réponse à ses souhaits, rendez-vous est pris le 15 octobre 2019 au 16e anniversaire du complexe scolaire Mwenrabo. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas que les petits moments d'aujourd'hui deviennent les précieux souvenirs de demain. Profitez donc de chaque instant. Merci de votre attention.